Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo pour faire suite à la vidéo précédente sur le bilan des manifestations grosso modo. Et aujourd'hui cette vidéo là elle va être déterminée sur ce qui pour moi est encore sauvable et les solutions qui sont encore possibles de mettre en place en 2024 et dans les horizons des 5-10 ans à venir. Mon côté réaliste et pragmatique me fait dire qu'après il sera trop tard. Donc c'est parti. On va commencer sur les chapeaux de roue la vidéo, on va parler directement d'un sujet qui fâche, on va parler du matériel agricole. Donc comme je l'avais expliqué dans la vidéo précédente, il n'y a jamais aucun agriculteur qui a gagné de l'argent en achetant du matériel agricole. Les bases elles sont reposées encore une fois. Le principal des solutions, et là où s'en va pour moi beaucoup trop l'argent, depuis que le machinisme est arrivé dans le milieu agricole, c'est justement dans le matériel agricole neuf, renouvelé très régulièrement, chez certains tous les 5 ans. Encore une fois je répète, c'est pas défiscalisé d'acheter du matériel neuf, même si ça va encore attiser les débats de beaucoup. L'argument aussi qu'on m'a sorti régulièrement, c'est oui mais tu comprends, ça fait des bonnes occasions pour ceux qui peuvent pas s'en acheter. Avant de m'expliquer que c'est pour ceux qui peuvent pas se payer du matériel neuf qu'il faut acheter des matériels neufs pour que quand on va le renouveler, ceux qui peuvent pas se le payer puissent acheter du matériel d'occasion en bon état. Il faut être très hypocrite pour dire ça parce que quand on voit le comportement de certains qui achètent du matériel neuf régulièrement et qui laissent crever leurs voisins quand ils se rendent compte que ça va mal sur la ferme du voisin, et l'excuse en plus aussi c'est de dire j'ai été lui demander, il a refusé mon aide. Alors ça c'est vraiment le truc le plus hypocrite du monde. En fait l'entraide du milieu agricole, et c'est là qu'on voit que le bon sens paysan est vraiment mort. Vous vous attendez à quoi quand vous allez demander à un agriculteur qui est dans la merde et à un homme en plus qui a une fierté, au moment où vous allez lui dire laisse-moi t'aider et qu'il vous dit non et que vous vous arrêtez là et puis que vous dites j'ai été lui proposer mon aide, on l'aide de force et on lui explique en faisant que tu vois bien qu'il n'y arrive pas, je vais t'aider, on va faire ça aujourd'hui, cette semaine, la semaine d'après. Et il va falloir pour essayer que le mec sorte de l'eau, mais sur le moment il va pas se rendre compte qu'il a besoin d'aide, il se rend pas compte peut-être lui-même qu'il est dans la merde. Donc il va falloir arrêter cette hypocrisie là de j'achète du matériel neuf pour que les pauvres ils puissent s'en acheter, ils puissent avoir des bonnes occasions. Commencez déjà par les aider mais vraiment avant de me sortir des excuses comme ça. Et ensuite on voit certains renouveler leur tracteur régulièrement. J'ai pas dit qu'il fallait pas acheter de matériel agricole, j'ai dit qu'il fallait pas acheter du matériel agricole flambant neuf alors que c'est pas nécessaire. Par exemple on le voit à côté de moi la moissonneuse, je vois beaucoup certains renouveler la tracteur régulièrement et ils ont pas de moissonneuse. Et derrière ils mettent des 5, 10 000, 15 000, 20 000 euros tous les ans dans la moisson, 100, 200, 300 hectares de céréales, et ils n'ont toujours pas de moissonneuse, et ils renouvellent leur matériel, ils disent tu comprends, je défiscalise. Tu défiscalises rien du tout, tu perds 20 000 euros de battage tous les ans. Donc déjà, l'une des solutions pour les années à venir, ça va être de soi-même avoir sa moissonneuse, parce que dans le milieu agricole, il faut avouer ce qu'il y a, il y a aussi, vu que comment le monde agricole est orchestré, c'est pas rémunérateur pour les entreprises. Il y a un problème de main-d'œuvre dans le milieu agricole, mais même dans tout le milieu aujourd'hui. Donc les entrepreneurs, ils font quel choix? Quand ils renouvellent une moissonneuse, ils en achètent une plus grosse. Comme ça, ça fait toujours qu'un salarié. Et le salarié, il est content, lui, il a du matériel neuf régulièrement. La machine est de plus en plus grosse, donc vu qu'ils aiment ça, et c'est ce pourquoi ils travaillent, donc ils aiment le beau matériel récent. Donc pour garder leurs salariés, et rentabiliser un salarié à 100%, ils investissent dans du matériel agricole de plus en plus gros, des plus grosses machines, des coupes de plus en plus larges, des ensileuses de plus en plus grosses. Sauf que ça, à chaque fois qu'on fait ça, c'est au détriment du portefeuille de l'agriculteur qui paye la prestation de service et à l'agencement du chantier qui devient de plus en plus pénible, surtout en ensilage. Parce que nous, on atteint la limite très vite sur la ferme, sur les chantiers d'ensilage. Aujourd'hui, proche de la ferme, on trouve très peu, voire pas du tout d'entreprises qui ont une ensileuse de moins de 10 rangs qui acceptent de venir sur la ferme. Surtout qu'on est dans une surface d'ensilage actuellement sur la ferme qui nous classe ni dans les petits clients, ni dans les gros clients. Je m'explique, c'est-à-dire que si j'avais que 5 hectares d'ensilage à faire, avec la même machine, l'entrepreneur il pourrait caler plusieurs clients qui n'a que 5 hectares d'ensilage à faire dans la journée, il pourrait en caler 2 ou 3. Le problème c'est que j'en fais entre 15 et 20 et en fait on prend ni la journée complète ni une demi-journée. En fait ça prend quand même une journée vu que ça bloque la machine les 3/4 d'une journée. Et ça c'est un problème puisque on sait que le problème à l'ensilage c'est pas l'ensileuse le facteur limitant, c'est le tas, et on commence à voir le bout et la limite, et il n'y a que l'ensilage aujourd'hui, c'est trop onéreux pour investir dans une ensileuse soi-même. L'écuma et
les entreprises de travaux agricoles, c'est pas plus rentable dans tous les cas. Donc voilà, mais on peut se concentrer sur ce qui est contrôlable, c'est-à-dire une moissonneuse sur la ferme. Ben, si vous avez que 5 hectares par exemple, il n'y a pas de problème à acheter une sans cabine. Aujourd'hui, vous allez dire ouais mais pour 5 hectares je vais pas acheter ma machine. Et ben quand même si, parce que le jour où ils annoncent des orages, je serais bien content de pouvoir y aller quoi qu'il arrive. Certes ce sera pénible en temps, en entretien, etc. Mais ça coûtera toujours moins cher que de le faire à quelqu'un d'autre. Et au moins ça ira vers une pleine démarche d'autonomie. Pour conclure sur le matériel agricole, l'idée qu'il faut regarder c'est matériel d'occasion tant que possible pour augmenter la rentabilité au maximum. Et c'est là qu'il va falloir augmenter et que le monde agricole augmente en compétences, même si déjà de base on est obligé de cumuler beaucoup de métiers. Il va falloir encore les cumuler encore plus. Puis, comme je l'ai montré avec quelques vidéos sur la ferme, faire sa mécanique soi-même. Ça sert à rien d'investir dans du matériel d'occasion si vous n'êtes pas capable de le retaper au moins à 99% vous-même. Si vous achetez votre moissonneuse vous-même, enfin votre moissonneuse à vous, il va falloir que vous appreniez à la conduire si vous ne savez pas conduire, apprendre les réglages, des pertes et tout. Et peut-être que certains, quand ils engueulent le chauffeur de l'entreprise agricole, vont peut-être relativiser sur quand dans certaines conditions ouais mais ça perd, serre ou fait je sais pas quoi. Ça va vous permettre aussi d'investir dans une moissonneuse qui est en simple batteur, donc pour les éleveurs qui veulent ou de faire du bovin allaitant à l'engraissement, si votre ration par jour et par vache est plus haute que 3,50 €. Et ça il me le disait il y a 5 ans, il y a 4 ou 5 ans avant inflation. Imaginez aujourd'hui que la ration ne doit pas dépasser 3,45 €, 3,40 € par jour et par vache. Mais retenez 3,50 € puisque déjà je pense qu'il y en a un paquet qui n'y sont pas. Je pense que ça doit être à peu près l'équivalent en bovin lait, même s'il y a encore les spécialistes là, qui vont expliquer que... Alors le bovin lait, ça n'a rien à voir avec le bovin à viande, alors que ça reste une vache, ça reste un ruminant avec 4 estomacs pareil. Sauf qu'au lieu de produire de la viande, enfin du muscle de la viande, vous produisez du lait, mais dans les deux cas c'est de la production de protéines animales. Donc retenez ce chiffre-là, c'est cadeau. Encore une fois, j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, de dire qu'il faut calculer son coût de ration, mais il faut se rendre compte que il y a au moins, je pense, 50% des éleveurs qui aujourd'hui ne savent pas combien ça leur coûte et qui achètent parce qu'on leur a dit qu'il fallait acheter, parce qu'ils payent un technicien, donc ils pensent qu'il est honnête et qu'il va tout faire et que tout va rouler, et puis ils s'aperçoivent à la fin de l'année, ah merde, j'ai plus d'argent. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, l'agriculteur moyen, c'est ça. C'est des mecs qui comptent pas, qui déjà savent pas compter, il faut être réaliste. Donc déjà, si vous êtes à plus que 3,50 €, arrêtez d'acheter de l'aliment déjà si vous en achetez. Et les mecs vont dire, ah oui, mais les vaches, elles poussent plus, machin. Bah oui, mais en fait, que tu perdes, dans tous les cas, tu vas perdre de l'argent. Donc autant que tu en perdes le moins possible en n'en dépensant pas plus qu'il faut. Dans de l'aliment qui en plus est ultra transformé et qui, quand on analyse, il y a zéro valeur nutritive dans l'aliment que vous achetez. C'est pour moi beaucoup plus psychologique que ça a un réel impact. Le plus gros gain en productivité, surtout en santé des vaches qu'on a fait ces dernières années, c'est surtout de ne pas acheter d'aliments et même de le produire nous-mêmes. Vous l'avez vu avec la vidéo sur la presse, la vidéo du tourteau, où maintenant qu'on fabrique notre tourteau nous-mêmes et qu'on a derrière moi, vous voyez la farine, là c'est farine de blé févrole, maïs encore derrière, maïs ammoniaqué qu'on n'a pas fait cette année mais que j'espère pouvoir remettre en place l'année prochaine. Tous ces trucs là en fait, tous ces efforts là à court et moyen terme qu'il faut faire pour devenir de plus en plus autonome, et ça me permet d'aller sur le point d'après qui est comment utiliser l'argent des subventions, surtout apprendre à se sevrer des subventions, parce que pour moi aujourd'hui l'agriculteur est, comme on l'a répété plein de fois, le dindon de la farce, mais le dindon de la farce pas parce qu'il est sous-payé, mais surtout parce qu'il touche des subventions en travaillant. Quand la majorité de vos revenus viennent d'une tierce personne, c'est que vous êtes un salarié. Et aujourd'hui, la majorité des agriculteurs sont des salariés de l'Europe via les subventions. Et c'est même un côté encore plus pervers, c'est qu'il y en a aujourd'hui en France qui touchent le RSA et qui ne travaillent pas. Et nous, on travaille 80 heures semaine en touchant des subventions. Les agriculteurs sont des travailleurs au RSA permanents. Et donc, il va falloir apprendre à s'en sevrer, parce qu'on n'a jamais vu des mecs toucher des subventions devenir riches. Donc, il faut apprendre à s'en sevrer, parce que vous vous exposez ensuite à des contrôles réguliers. Ces contrôles-là, c'est payant et tout. C'est des gens qu'il faut payer ensuite, etc. Et en fait, il faut monter des dossiers d'aide, donc les dossiers d'aide deviennent de plus en plus complexes. Donc il faut payer des gens pour compléter les dossiers d'aide. Ça va dans un cercle infernal où en fait, on voit au final pas la couleur de l'argent, on n'en voit pas le but et on n'en voit pas le réel bénéfice de cet argent-là qu'on touche. Vaut mieux se concentrer à ne pas en toucher, pour ne pas en dépendre, et pour revenir à justement un bon sens paysan et d'un réalisme, et de ne jamais investir plus que ce qu'on a, et que si on doit investir plus, on ne soit dépendant que des banques et pas et des banques et des subventions, parce qu'aujourd'hui c'est 3 facteurs. C'est la facteur travail, il faut avoir soit la main d'œuvre, soit il faut se retrousser les manches et travailler encore plus, et avoir l'accord des banques, et avoir encore les subventions et monter les dossiers d'aide pour les subventions. Il y a assez de la valeur travail et des banques à mon avis,
Et donc en fait, les 3/4 du temps, je parlais du matériel neuf tout à l'heure, mais les bâtiments neufs c'est le même principe. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de subvention, vous n'avez pas d'aide et ni l'accord des banques, jamais vous montez de bâtiment neuf en fait. Donc il va falloir revenir à une réalité pragmatique d'arrêter de faire des projets si vous n'êtes pas capable de les autofinancer vous-même. J'ai pas dit qu'il fallait pas utiliser les banques, parce que des fois les banques sont un levier pertinent, mais dans la majorité des cas, les gens ne l'utilisent pas comme un levier pour au final capitaliser sur un montant. Ils l'utilisent comme une fin en soi, c'est-à-dire que sans les banques, ils ne peuvent pas le payer. Et ensuite, j'avais expliqué sur Instagram, que les manifestations n'allaient mener à rien de concret. Et en fait, j'avais dit en solution, pareil, j'avais dit tout ce que j'avais là, matériel neuf, devenir autonome sur la ration en élevage et sur les cultures. Enfin, il y en a plein qui sont montés au créneau, mais quand même doucement sur les réactions, parce qu'il y en a pas mal qui me traitent de stupide, de guignol, etc. Et c'est me prendre vraiment pour le dernier des abrutis et penser que j'ai pas réfléchi à un propos nuancé. Je peux pas me permettre de développer un sujet comme je le fais là maintenant sur une story. Le but c'était de réagir à l'actualité dans la story. Vente directe ne veut pas dire ouvrir un magasin à la ferme, ouvrir un magasin pignon sur rue. Quand je voulais dire vente directe, ça veut déjà dire contrôler son prix de A à Z. Donc ceux par exemple, je sais pas si ça existe dans d'autres départements de France, mais en Deux-Sèvres on a ce qu'on appelle les plaisirs fermiers. C'est des agriculteurs qui ont orienté, et c'est pour moi, c'est là ça redonne le vrai sens du mot coopérative. C'est des agriculteurs qui ont fait une grande surface, mais ils ont fait une grande surface à plusieurs. À tour de rôle, ils rendent service en plus sur des parties qui ne sont pas leur métier. Par exemple, quelqu'un qui amène des fruits et des légumes dans le magasin, il va pas être au rayon fruits et légumes. Sinon, il aura un parti pris et il va délaisser l'autre partie. Quelqu'un qui va amener des fruits et des légumes dans le magasin, il va tenir le rayon boucherie par exemple. Donc ça fait partie de la vente directe. Et ils sont à plusieurs, ils sont pas tout seuls. J'ai pas dit qu'il fallait un magasin sur chaque ferme. Pareil, contrôler son prix de A à Z. Donc je sais pas, par exemple, c'est là pour moi qu'on en revient en subvention. Si vous êtes en GAEC, vous pouvez pas, parce que vous pouvez pas monter une entreprise à côté, parce que vous devez être exclusif au GAEC. Et là, le gros côté pervers de la subvention, surtout en GAEC, c'est que vous pouvez rien faire à part ça. Ensuite, donc pour revenir à la vente directe, maîtriser son coût, donc pourquoi pas créer une entreprise, de passer les autorisations pour être marchand de bêtes. Ça supprimera un intermédiaire. Pourquoi pas ouvrir un atelier de transfo et vendre sur un site internet, c'est mon but moi à terme sur la ferme, etc. etc. Mais le but est de supprimer les intermédiaires. J'ai pas dit qu'on allait tous y arriver, qu'il fallait que toutes les fermes fassent ça, et aller pouvoir surtout, parce que ça va être de plus en plus compliqué de le faire. Mais si au moins vous pouvez jouer sur un ou deux facteurs